Bonjour à tous et à toutes. Alors cette vidéo, je vais la consacrer à l'œuvre de Meyerbeer, on devrait dire d'ailleurs, hein, j'ai regardé la prononciation, Giacomo Meyerbeer, et je vais plus particulièrement porter mon attention sur ses opéras. Mais attention, hein, cette vidéo s'adresse non pas à des musicologues, elle ne s'adresse pas non plus à des gens qui seraient snobs ou qui seraient vraiment bornés et qui se contenteraient de reproduire ce que l'on a pu dire sur ce compositeur. Hein. Et on était censé il n'y a pas si longtemps le mépriser. Et à tel point qu'il y avait une version des Huguenots, je crois qu'elle datait de 1987, de Montpellier, avec notamment Ghislaine Raffanel dans le rôle de Marguerite de Valois. La présentation de la vidéo était du CD audio était très inquiétante. Pourquoi ? Parce que celui qui présentait ce CD dans le petit livret qui l'accompagnait, hein, qui accompagnait ce petit coffret en CD, eh bien, il avait l'air de dire que c'était un mauvais opéra, un opéra pas abouti, mais qu'il fallait quand même le proposer à l'écoute. C'est inimaginable. Hein. Et j'ai lu aussi un livret qui doit dater, un livret explicatif, analytique de cet opéra, qui doit dater des années 90. Il y en a eu toute une série pour chaque opéra un petit peu connu, même les moins connus. Et il est obligé de presque s'excuser à la fin, hein, de son commentaire, d'admettre que la musique des Huguenots de Meyerbeer plutôt, doit-on dire, était une musique de qualité, de très grande qualité, d'une haute tenue musicale. Et d'ailleurs, dans le même volume explicatif, analytique de cet opéra de Meyerbeer, il était indiqué que c'était pas un très bon opéra, on avait l'impression que c'était un opéra qui n'avait pas été suffisamment cuit, qui n'est pas abouti, et qui manquait quelque chose. Et c'était dans le livret qui parlait d'un opéra en fait, et ça partait d'un point de vue très négatif. Il y avait plusieurs intervenants en fait sur ce livret dont je vous parlerai peut-être dans une autre vidéo. Dans ce livret, dans ce petit volume consacré à l'opéra de Meyerbeer, parce qu'il y a une ambiguïté avec le mot livret. Livret, on pense à livret d'opéra, notamment celui de Huguenot, c'est Eugène Scribe, 1791-1861, donc célèbre dramaturge, très très prolifique. Il y a au moins 500 œuvres, hein. Donc j'en ai lu certaines de ses pièces, c'est tout à fait intéressant, pas mal du tout, hein. Ça se lit bien. Je n'ai pas assisté à ses représentations, j'ai assisté juste aux représentations de ses opéras, et on peut dire globalement que Eugène Scribe, hein, qui a été l'un des librettistes que Giacomo Meyerbeer a le plus utilisé, auquel il a fait le plus appel, est à la fois je dirais compétent et incompétent, c'est-à-dire que on a l'impression qu'il a une vue globale d'une action dramatique efficace, mais qu'il n'a pas le sens des détails, et parfois ça devient grotesque, ridicule, et ça manque de logique. Voilà. Et à mon avis, il devait bâcler ses livrets, hein, je pense. Hein. Voilà, je fais juste cette parenthèse sur Eugène Scribe. J'en parlerai peut-être au fil de mon discours, puisque je n'ai pas envie de faire un texte rigoureux, ennuyeux, mais je vais agir sur mon côté spontané, en me basant sur une trame que j'ai en main, et je vais être amené à lire par moment, parce que je n'ai pas envie de faire quelque chose de conventionnel qui ne me ressemblerait pas. Voilà, je veux quand même garder une trame, c'est-à-dire que je vais chronologiquement aborder les ouvrages de Giacomo Meyerbeer, les opéras surtout, mais aussi les autres œuvres, j'en parlais brièvement. D'ailleurs, j'ai écouté des chansons chantées notamment par Alain Vanzo, hein, je crois, et puis d'autres chanteurs sur des mélodies que le compositeur avait pu faire en dehors des opéras. Voilà, et donc ça ne s'adresse ni aux snobs, ce que je vais raconter, ni aux musicologues, et surtout pas à ces gens donc qui ont des idées reçues surtout et qui reproduisent pour ne pas se mettre en porte-à-faux avec leurs copains bobos ou snobs,
et qui vont reproduire ce que d'autres critiques ont dit avant eux pour donc ne pas être en difficulté. Il y a ce phénomène, ça on l'ignore trop souvent, et il faut réécouter les œuvres. Il y a des choses qu'on n'aime pas, on n'y peut rien, qu'on aime moins que d'autres, je dirais plutôt. Moi, par exemple, je n'ai pas une grande passion pour Rameau. Ça passe quand la mise en scène est bonne, mais pour moi, sa musique, je la déteste pas, mais elle ne me passionne pas, je veux dire. Voilà, par exemple. Hein. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas écouter quelques opéras de Rameau pour me rendre compte de ça, justement. Tant que je l'ai pas écouté, je peux pas savoir si ça me plaît ou pas. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, elle sera surtout sur le côté plaire ou pas plaire, parce que je suis pas musicologue, je suis pas capable d'analyser très loin les opéras. Par contre, je vais me référer parfois à des musicologues et je vous le signalerai quand ça ne vient pas de moi. Voilà. Alors, Giacomo Meyerbeer, donc ses dates c'est 1791-1864, 1791-1864 donc, c'est le compositeur le plus renommé du 19e siècle, le compositeur d'opéra plutôt le plus renommé du 19e siècle, et à l'époque, ses œuvres étaient plus réputées, plus célèbres, attiraient plus de public que les œuvres de Mozart, de Verdi ou de Wagner. Hein. Voilà, ça a été vraiment la superstar de l'opéra du 19e siècle, et c'est d'autant plus surprenant qu'il ait été oublié. Et d'ailleurs, en fin de vidéo ou en fin de discours, parce que je ferai peut-être pas qu'une seule vidéo, hein, ça sera peut-être trop long, je vous expliquerai les raisons pour lesquelles il a pu être oublié, et qui n'expliquent pas tout, mais qui peuvent expliquer en partie l'oubli dont il a fait l'objet. Et vous savez, moi aussi, que je m'intéresse beaucoup aux gens qui ont été méprisés ou oubliés, après avoir eu un gros succès, par exemple. Vous le savez, puisque vous avez vu mes vidéos sur Martine Carole, hein, voilà. Et on constate à chaque fois que les gens ne prennent pas la peine de réécouter les œuvres en question. Voilà, c'est très étonnant. Il y a vraiment un snobisme ancré, profondément enraciné. Et moi, avant d'émettre un point de vue, vraiment, il faut que je lise un livre ou que j'écoute un opéra ou une œuvre de la personne en question pour vraiment faire une idée. Hein. Sinon, je n'y arrive pas. Je peux pas. Je suis pas devin. Je peux pas comme ça savoir si ça va me plaire ou pas. C'est pas possible. Donc voilà. En 1815, la famille de Giacomo Meyerbeer était la plus riche de Berlin. Donc son père était un homme très cultivé qui luttait pour le sort des Juifs, parce que c'était une famille juive donc, pour que les Juifs aient aient leur place dans l'administration et qu'ils aient également plus accès au domaine artistique. Ils étaient peu représentés au niveau artistique, et notamment dans le domaine de la musique. Alors sa mère, la mère de Giacomo, était très pieuse et très charitable, mais dans le vrai sens du terme, et même si elle était donc de religion juive en fait, hein, elle se moquait en fait de l'appartenance religieuse ou non religieuse d'ailleurs des pauvres dont elle s'occupait de manière active. Donc une famille très cultivée, très ouverte sur les autres, qui milite un peu pour le droit des autres et qui aide les plus démunis. Une famille très riche, donc la plus riche de Berlin vers 1815, hein, pour situer un petit peu. Le compositeur est l'aîné d'une fratrie de 4. Il y a d'abord Heinrich, qui est né en 1794, et c'est le seul qui n'a pas vraiment développé de dons artistiques particuliers. Il y a eu aussi Wilhelm, né en 1897, et lui, il a quand même une importance, puisqu'il a travaillé à l'élaboration d'une cartographie de la Lune avec l'astronome Johann Heinrich von Mädler, 1794-1874. Donc je vais mal prononcer sans doute les noms allemands, puisque je n'ai pas fait d'allemand et je suis peu familiarisé avec cette langue. Hein. Il y avait d'ailleurs un de mes amis entre guillemets qui est aujourd'hui décédé à l'âge de 43 ans, c'est pas vraiment un ami d'ailleurs, qui me mettait des citations en allemand alors qu'il savait que je ne maîtrisais pas l'allemand, j'avais dit, mais pour lui il y avait une sorte de snobisme à mettre des citations en allemand, et d'ailleurs il n'aimait pas Meyerbeer, mais il l'avait
à mon avis, jamais écouté. Et il se moquait de moi à ce propos. Bon, voilà. Je passais pour un imbécile. Et ben, j'aime autant passer pour un imbécile que passer pour un hypocrite. Voilà. Quelqu'un qui fait semblant, ou un snob, quelqu'un qui fait semblant d'aimer ce qu'il n'aime pas. Après, il y a des nuances à faire parce que parfois, on est tellement déçu de ne pas aimer certaines choses que l'on convoitait, qu'on avait envie d'écouter. Moi, par exemple, je vous donne un exemple. Enfin, pas aimé, c'est même pas tout à fait le cas d'ailleurs. J'avais beaucoup aimé certains opéras de Richard Strauss, notamment Ariane Anaxos, dans les deux versions, celle de 1912 et celle de 1916, si je ne m'abuse. J'avais écouté ensuite La Femme sans ombre. Alors le livret La Femme sans ombre est très très attirant. C'est un très très beau livret, très émouvant, avec une belle fin. Par contre, moi, franchement, j'attendais plus de la partie vocale et j'ai été déçu relativement, à part quelques passages qui m'ont bien séduit par la partie vocale. Et par contre, j'ai beaucoup aimé la partie orchestrale, mais pour moi, un opéra, c'est surtout avant tout la partie quand même vocale qui doit l'emporter. Et donc, j'étais un peu déçu de ne pas aimer un opéra aussi avec une intrigue, avec un livret aussi extraordinaire en fait. Voilà, c'est un des plus beaux livrets qu'on puisse imaginer, avec une intrigue fantastique et avec une intrigue frôlant la mièvrerie. Mais moi, j'aime bien ça. J'aime ce qui frôle la mièvrerie. Je veux pas vous déflorer le sujet. Je vous renvoie à La Femme sans ombre de Richard Strauss. Voilà, c'est une parenthèse, mais qui est importante pour comprendre un peu mon optique. Et il a aussi un dernier frère qui est né en 1800, qui s'appelle Michael, et qui a eu un certain succès avec ses pièces de théâtre, notamment la pièce Struensee, qui sera d'ailleurs mise en musique, plus ou moins, par son frère Giacomo. Alors, Giacomo Meyerbeer, il est né Jacob Liebmann Beer, et il a ajouté Meyer à son nom c'était le patronyme de son grand-père maternel, si j'ai bien compris. Si je commets une erreur, n'hésitez pas à corriger mes erreurs. Et Giacomo, c'est la version italienne de son prénom Jacob. Giacomo Meyerbeer. Voilà. À 4 ans, il apprend les notes de musique et sa mère commence à lui enseigner le piano. Dès 3-4 ans, il se fait remarquer pour ses aptitudes musicales. Et il retranscrit au piano les airs qu'il entend sur les orgues de Barbarie. Dans les rues, il y avait des orgues de Barbarie. Tiens, d'ailleurs, on voit ça dans un film qui s'appelle La Duchesse de Langeais, dont l'action se passe sous Louis XVIII, et il y a un orgue de Barbarie justement dans la rue. Donc, c'était l'époque. 3-4 ans, c'était même avant, puisque 3-4 ans, c'était en 1794-1795, puisqu'il est né en 1791 et mort, comme je vous l'ai déjà dit, en 1864. Il joue au chef de musique avec ses petits camarades. Donc voilà, il retranscrit vers 3-4 ans les airs qu'il entend sur les orgues de Barbarie et il s'amuse à jouer au chef de musique avec ses camarades. Ça devait être assez comique. On regrette de ne pas avoir d'enregistrement, que la caméra n'ait pas été inventée. Alors, très jeune, il va côtoyer les plus grands musiciens de son époque et il va prendre des cours de piano. Après que sa mère lui enseignait le piano, il va prendre des cours de piano avec d'autres enseignants, notamment Franz Loska, 1764-1825, qui est le professeur de la cour, et Muzio Clementi, 1752-1832. Voilà. Donc vraiment, donc c'est lié aussi au fait que ses parents étaient très riches. Alors, sa première représentation publique a lieu en 1801. Donc, faites le calcul, 1791-1801, il avait 9 ou 10 ans. Il joue le concerto pour piano en ré mineur de Mozart. La même année, il compose une cantate pour l'anniversaire de son père. Bon, c'était donc une sorte d'enfant prodige, un peu comme Mozart. Et ça ne m'étonne pas d'ailleurs. Enfin, bon, voilà. En 1803, il compose sa première sonate pour piano. Donc, en 1810, il compose sa première œuvre scénique qui est jouée à Berlin. D'ailleurs, faut que je vérifie une chose là.
parce que ce texte, je vais l'introduire dans un de mes livres qui traitera d'un autre sujet. Donc c'est un thème qu'aborde Félicie Vidal de Lapise, qui deviendra Madame Potiron de Boisfleury, et il y a tout ce passage que je consacre à Meyerbeer. Toujours en 1810, il produit une fugue qu'il envoie à quelqu'un de connu à l'époque. C'est l'abbé George Joseph Vogler. Je sais pas si Vogler, on doit dire, certainement. 1749-1814. Plusieurs mois plus tard, ce dernier lui renvoie sa fugue, sa partition, annotée, fortement annotée, avec plein d'annotations donc, et avec 3 ouvrages sur les fugues. Parce qu'apparemment, le jeune Giacomo ne sait pas encore bien composer les fugues. Apparemment, le jeune homme est ravi, donc en 1810, ça lui fait à peu près 20 ou 21 ans, il est ravi, et il va composer une fugue avec ardeur, nous dit-on, en 8 parties, qu'il va envoyer à l'abbé Vogler, et celui-ci donc va le prendre comme élève. Il est enchanté par le travail de ce jeune homme, avec notamment un autre compositeur qui deviendra très célèbre, c'est le fameux Carl Maria von Weber, 1786-1826, avec vous connaissez certainement le Freischütz. Moi j'en ai écouté seulement des extraits, et il y aura donc Giacomo Meyerbeer et Carl Maria von Weber comme élève, notamment. Et il y aura un troisième qui sera lui spécialisé dans la musique religieuse. Alors là, je vais avoir du mal à le lire. Je pense que j'ai réussi à introduire ce nom dans le Google de traduction et ça permet de prononcer un peu correctement. C'est Johann Baptist Gensbacher, voilà. 1778-1844, qui est plutôt spécialisé dans la musique d'église. Donc il a comme élève l'abbé Vogler. Donc le jeune Giacomo apprend le contrepoint, la composition dramatique principalement, tout en poursuivant ses études de piano. D'ailleurs, certains à l'époque le considèrent comme l'un des premiers pianistes de sa génération. Alors, l'abbé Vogler l'incite également à apprendre l'orgue. Voilà. Pendant ce temps, le jeune Giacomo approfondit les lettres anciennes, l'histoire, ainsi que 5 ou 6 langues vivantes, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, l'abbé, il invite ses élèves, donc Weber, Gensbacher, je crois que ça se prononce comme ça, et Meyerbeer, à fonder une société harmonique et à fonder une société où chacun va promouvoir la musique de l'autre. Alors je ne sais pas si la société a été mise en place ou non, voilà. Après la messe, donc chaque matin, l'abbé Vogler demande à ses élèves de composer un motet, donc une pièce religieuse, et ensuite ils vont critiquer les compositions de chacun pour voir donc ce qui va, ce qui ne va pas évidemment, et il leur arrive aussi d'exécuter une œuvre connue et de l'analyser ensuite. Voilà. Alors aussi, l'abbé Vogler va improviser à l'orgue et il va demander à ses élèves de poursuivre son improvisation et d'improviser à leur tour. Donc, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que l'abbé Vogler compose un petit peu, on va dire. J'ai entendu une de ses partitions, mais j'ai peut-être pas suffisamment entendu ce compositeur pour me faire vraiment une idée. Selon ce que j'ai lu, là je pêche par comme ceux que je critique et qui parlent de quelqu'un sans l'avoir écouté. Enfin, j'ai écouté un petit peu quand même. Grâce à YouTube, grâce aux vidéos, c'est qu'il compose à la manière de Mozart de la bonne musique, mais pas de la belle musique. Alors là, à vérifier, voilà. Je vois ce qu'il veut dire et je vous parlerai. Enfin, moi j'ai eu cette impression-là, mais l'impression d'un
d'un non spécialiste, pas musicologue, en écoutant un des opéras de Meyerbeer que je n'aime pas. Voilà, il y en a un seul que je n'ai pas apprécié. Enfin, je les ai pas tous écoutés, mais presque tous, à part 3, je dirais. Hein. Il en a fait, si je m'abuse, 17. J'ai dû en écouter 14. Il y en a un sur les 14 qui ne me plaît pas du tout. Et j'ai écouté pourtant 2 fois. Voilà, c'est comme ça. Alors, je vais peut-être en rester là pour cette... non, je vais continuer un peu sur l'abbé Vogler quand même. Hein. Pour l'anniversaire de l'abbé, en 1810, hein, les 3 amis composent une petite cantate. Le texte est de Giacomo Meyerbeer. Le texte est de Karl Maria von Weber. Un chœur et un trio de Giacomo Meyerbeer et le solo de Gensbacher. Voilà, je crois que je vais en rester là pour le moment. Je vais mettre un petit trait sur ma feuille. Donc là, on n'a fait qu'une page sur 11. Je sais pas combien de temps ça va durer, les autres. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo consacrée à Giacomo Meyerbeer, sachant que cette vidéo s'adresse peut-être pas tout à fait à des béotiens, mais à des gens qui ne sont pas musicologues et qui aiment écouter des opéras en les analysant sur le plan du livret, de la musique, mais sans forcément avoir des compétences musicologiques très poussées. Voilà, les autres risquent de s'ennuyer à mourir en m'écoutant. Merci en tout cas de m'avoir écouté et à très bientôt pour la suite.